Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. Il avait 24 ans et était promis à un brillant avenir. Stéphane Dietrich, tout juste diplômé d'une école de commerce, a été tué à coups de couteau dans un bois près de Belfort en juillet 1994. On a cherché du côté de ses proches, un tueur en série a même été suspecté, mais c'est l'acharnement de la famille pendant 20 ans à découvrir la vérité qui aura payé. Vous écoutez l'affaire Stéphane Dietrich, première partie. On est au tout début de l'été. Henri, ami de Stéphane. On pense aux vacances, Stéphane notamment, puisqu'il doit partir avec un copain. Ils partent ensemble dans le sud de la France chez des amis, coiffeurs, qui ont loué une maison et qui vont les accueillir pendant quelques jours. Le 4 juillet, il s'était reposé dans sa chambre dans l'après-midi. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Et après, il préparait ses affaires pour le départ en vacances, en congé. Bien mérité, puisque c'est des vacances. Ces vacances-là, il ne les avait pas prises depuis un très très long moment. Après manger, comme à son habitude, ils ont joué donc Alexandra, amie de Stéphane. avec son papa Paul et puis Roland, sa maman. Ils ont fait un jeu d'échecs. Le téléphone a sonné. Et Paul, donc le papa de Stéphane, a décroché. Et c'était Christophe Blain. Le copain l'appelle, lui dit « j'ai besoin de te parler ». Le lendemain, ils partent en vacances quand même. Mais il y a urgence, j'ai besoin de te parler. Donc Stéphane dit « bon, bah oui, viens. Et d'ailleurs, il faut que j'aille chercher de l'argent à la banque. T'en profiteras pour me déposer à la banque. » Stéphane, quand il quitte la maison de mes parents, il dit à maman un quart d'heure, une demi-heure. Je prends pas les clés. Et il s'en va. Il y avait beaucoup d'orage. Il était habillé pour rester abrité. C'est-à-dire qu'il avait une chemisette légère, un short et des bateaux. C'était une tenue vraiment estivale, mais il n'avait pas l'habitude de sortir. Quand il sortait réellement, il ne sortait pas habillé comme ça. Roland, sa maman, elle voit le véhicule partir et elle pense que dans 5 minutes, 5-10 minutes, façon de parler, Stéphane va revenir. Elle voit les heures passer, il ne revient pas, elle s'inquiète. Il n'y a pas de portable à l'époque. Donc bon, elle trouve ça bizarre parce que jamais Stéphane ne la mettrait en inquiétude. Il serait parti pour plus longtemps, il l'aurait prévenu, sûr et certain. En 24 ans de vie, il n'y a jamais eu un événement comme ça pour lui. C'est jamais arrivé qu'il laisse mes parents dans l'inquiétude. À 7h du matin, comme de toute façon, ces deux-là devaient partir en vacances très tôt dans la matinée, Madame Dietrich appelle Blain pour lui demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Stéphane n'est pas rentré de la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait hier? Ce à quoi Blain répond, moi je l'ai déposé à la fête foraine, et puis je suis rentré à la maison, quoi. Elle est un peu choquée, elle trouve ça bizarre et elle lui dit « emmène-moi au commissariat de police ». Le policier de l'accueil du commissariat lui rigole au nez parce qu'en fait, il lui dit que son fils a 24 ans, qu'il est majeur vacciné et que, à 24 ans, il a pu aller faire la fête et ne pas prévenir et ne pas rentrer. Au même moment, elle entend des policiers à l'arrière, dans une salle arrière, et ils évoquent qu'ils ont retrouvé un corps
Et de là, celui de l'accueil entend ça, il se lève et il va écouter ce qui se dit et il dit justement, j'ai une mère qui dit que son fils n'est pas rentré. Et en fait, d'après la description des habits, apparemment, ça correspond. Elle comprend que c'est son fils. C'est terrible pour elle. Il lui demande, la police demande si elle peut aller reconnaître à la morgue ensuite le corps, quoi. Je suis allé à la morgue, je suis allé avec Roland. Yves, ami de Stéphane. Et quand on est rentré, c'était tout noir et puis tout. Pourquoi ils avaient baissé les... Comment c'était? Ils avaient baissé les lumières, alors c'était sombre, relativement très sombre. On voyait bien son visage, tout. Ça... J'ai failli faire un malaise. J'étais trompé, malheureux, parce que c'était comme si c'était un gosse, quoi. On aurait dit qu'il dormait. Il était beau, on aurait dit qu'il dormait, mais c'est très dur. C'est très dur. Un des amis me dit, mais il est arrivé quelque chose. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. À une fête foraine, et Stéphane... et puis, 3 petits points, je comprends pas. Je me dis, mais Stéphane, quoi je dis, il est blessé, il est à l'hôpital, il y a quelque chose. Puis je comprenais pas, fête foraine. Je dis, mais pourquoi la fête foraine, mon frère? L'un des deux me dit, Stéphane, il m'apprend que Stéphane est décédé, est mort. Et là, c'est un poids, c'est quelque chose qui est énorme, qui me tombe dessus, et je suis dans le déni. Je dis, mais je dis simplement en boucle, ce n'est pas possible. C'est d'une violence inouïe. Stéphane nous a quittés, quoi. Ouais. C'est pas quelqu'un qui méritait ça, quoi. Il demandait rien aux gens, en fait. Il demandait rien, c'était lui qui apportait. La famille Dietrich, c'est une famille qui est composée donc de monsieur et madame Dietrich et de leurs 2 enfants. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. C'est des gens qui sont très attachants. Le père de Stéphane, c'était un employé de banque qui était délégué syndical. On est dans un milieu social de petite bourgeoisie à Belfort. Ce sont des gens qui sont plutôt discrets, n'ont jamais posé de problème. C'est un petit noyau. Il y a ma maman, Rolande, qui est une femme impressionnante parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il y a mon père, c'est un homme généreux, tourné vers les autres. Il essaie de nous rendre heureux. Et puis, à mes côtés, il y a mon petit frère. Stéphane, c'était l'intellectuel, c'est-à-dire que tout le passionnait. Très engagé, il aime la vie politique, il s'intéresse à l'actualité. Il fait beaucoup de sport aussi. Stéphane, il me parlait toujours qu'il voulait avoir une belle carrière, il étudiait bien, tout, il était agréable à discuter. Puis il aimait la finance. Comme son père travaillait à la banque, il parlait tout le temps de finance, tiens, je vais faire ça, faire ça. Puis on en discutait souvent ensemble. Stéphane, c'est la tête. C'est l'étudiant, c'est tout pour les études. Il sait où il va, quoi. Son chemin est tracé, il sait ce qu'il va faire, quoi, dans la vie. Il était de son temps, lui. Hein. Il était vraiment de son temps. Un jeune, ouais, plein d'espoir, quoi. Quelques jours auparavant, 2-3 jours avant, il avait eu son diplôme, son MBA, il était major de sa promotion. Il m'avait appelé mon frère, et j'ai sa voix encore en tête, parce qu'on s'appelait tous les 2 jours à peu près. On s'appelait à peu près ça, c'était ce rythme-là. Au premier jour de l'enquête, les policiers de Belfort vont relever un élément intrigant. Le lieu de la découverte du corps, le bois Joli, à quelques kilomètres de la ville.
C'est un lieu connu pour abriter des trafics en tout genre, et donc un endroit qui ne correspond pas à la personnalité de la victime. C'est un endroit qui était connu pour être un endroit de rencontre pour des ébats amoureux parce que c'est un petit peu isolé. Alain Duvernois, enquêteur. C'est en retrait de la route, c'est dissimulé dans la végétation. Mais il semblerait quand même que c'est un endroit qu'il fallait connaître. C'est pas un endroit qu'on trouve un peu par hasard. À l'époque, les enquêteurs s'intéressent à la présence du corps de Stéphane Dietrich à cet endroit-là. Pascal Chevillot, journaliste à l'Est républicain. Le Bois-Joli est connu pour avoir des rencontres, notamment homosexuelles. La question qui se pose, c'est évidemment de savoir si Stéphane Dietrich est homosexuel. On ne lui connaît pas de relation, ni avec des filles, ni avec des garçons. Ils vont faire une recherche sur cette scène de crime pour essayer d'y trouver des indices. Le corps de la victime repose sur le côté, en position fœtale. Il est partiellement dévêtu. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Il porte une chemise qui est complètement ouverte, un slip. On trouve à proximité du corps un short. Et puis, petite particularité, on trouve une branche qui a été déposée sur les jambes de la victime. J'ai l'impression que tout est brouillon. Déjà, je me dis, le lieu, je trouve ça... ça va pas avec mon frère, quoi. Le lieu, le bois, le short, la tenue, enfin, rien ne va. On peut penser à une rencontre qui a mal tourné dans cet endroit désert, dans ce sous-bois. On peut aussi penser à une mise en scène suite à une rencontre homosexuelle, par exemple. Mais toutes les hypothèses demeurent ouvertes, bien sûr, à ce stade. Donc une autopsie de la victime est ordonnée. Elle nous permet d'apprendre que la cause du décès, ce sont des coups portés de manière répétée dans des zones vitales, notamment au niveau du cœur. Coups possiblement portés à l'aide d'objets tranchants et piquants, tels qu'un couteau. Ce qui est très notable, c'est l'absence totale de plaies de défense, c'est-à-dire de traces de coupure au niveau des mains, des avant-bras, ce qui peut laisser penser que la victime a été attaquée par surprise. En tout cas, elle n'a pas eu le temps de se défendre. On constate également l'absence de traces de violence sexuelle. Et le médecin légiste fait remonter le décès entre 22h et 5h du matin. À ce moment-là, ni l'autopsie, ni l'examen de la scène de crime permettent d'avoir une piste, une hypothèse de travail sur ce qui a pu se passer. Du coup, l'enquête va s'orienter sur la dernière personne qui a vu vivant Stéphane Dietrich, à savoir le meilleur ami, Christophe Blain. Christophe Blain a 25 ans. Il a eu une période scolaire assez difficile. Au moment de la découverte du corps de Stéphane Dietrich, il a un emploi de pion dans un collège de l'agglomération belfortaine. Il est également correspondant de presse dans un journal local. À cette époque-là, il fréquente notre rédaction du journal Le Pays parce qu'il est correspondant sportif. José Goncalves, ancien journaliste au journal Le Pays. C'était un garçon charmant, pas de mouvement d'humeur, pas d'agressivité. Le profil de Monsieur Blain, c'est quelqu'un de plutôt fêtard. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. Joueur de tennis, beau garçon, qui est plutôt un meneur. Et en tout cas, quelqu'un qui n'est pas du tout effacé. Il vient d'un milieu familial assez compliqué. Il n'a pas connu son père biologique. Il a des relations compliquées avec le second mari de sa maman. Il est obligé de se réfugier vers Stéphane Dietrich et lui demander de l'aide. Stéphane et Christophe, ils se sont rencontrés à l'école. Hein. Ils s'entendaient bien. C'est vrai qu'ils rigolaient des bons coups ensemble, tout. Ils s'entendaient bien. Hein. Ils avaient les mêmes pôles d'intérêt. Henri, ami de Stéphane. Je pense que c'était vraiment deux bons copains. Après la découverte du corps, Christophe Blain est entendu comme témoin libre
pour un peu retracer tout ce qui s'est passé la veille. Donc Christophe Blain vient chercher Stéphane Dietrich. Ils partent ensemble au distributeur bancaire. Stéphane Dietrich va retirer 500 francs, ce distributeur. Ensuite, il reste dans la voiture, il papote. Et Christophe Blint ajoute que Stéphane lui aurait demandé de le déposer aux abords d'une fête foraine, au Fort Atry, à Belfort, parce qu'il avait quelque chose à y faire, sans plus d'explication. J'ai trouvé ça bizarre. Yves, ami de Stéphane. Je dis, c'est pas possible. Il a pas été à la fête, c'est pas son truc, il n'aimait pas ça. Dès le départ, la version que Blain nous donne, nous les proches, on est dubitatifs. Alexandra, amie de Stéphane. Connaissant Stéphane, jamais il n'irait à un rendez-vous habillé en short et t-shirt un soir, et en plus à la fête foraine, sous la pluie, battante quoi. Est-ce qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il l'a vraiment déposé à la fête foraine? Est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Stéphane évolue dans un milieu, on va dire, aisé, alors que de l'autre côté, c'est un peu plus dur. Bon, famille recomposée, il doit y avoir pas mal de chômage, je pense, quand même. Mon père ne l'appréciait pas. Et il disait souvent à mon frère, « Mais arrête, il profite de toi, il profite de toi. » On approfondit la nature de ses relations avec Stéphane Dietrich et on s'aperçoit qu'ils ont un lien qui n'est pas forcément uniquement un lien d'amitié. Alexandre Chevrier, procureur en charge de l'affaire en 2013. Il y a une relation d'intérêt aussi qui s'est construite. On sait que Stéphane aide matériellement et financièrement Christophe Blint. Les enquêteurs savaient aussi qu'ils sont liés dans le cadre d'une activité d'achat d'actions en bourse. Donc se pose la question, peut-être, d'un crime à caractère crapuleux, compte tenu de cette relation matérielle financière qui apparaît, qui se dévoile au gré de l'enquête. Après sa première audition, Christophe Blain a été placé sous écoute et les enquêteurs trouvent bizarre qu'il ait autant changé de comportement. Il a déjà perdu beaucoup de poids, une bonne dizaine de kilos. Il a énormément changé au niveau du caractère. Il peut se montrer tantôt jovial, tantôt plutôt agressif. Donc tout ça pose question aux enquêteurs. Ils décident de le placer en garde à vue au mois de septembre 1994. Christophe Blint dit qu'il n'a croisé personne au cours de cette soirée, personne d'autre que Stéphane. D'après ses déclarations, il aurait erré ensuite en voiture aux alentours de Belfort avant de passer la nuit au domicile de son amie, laquelle n'est pas présente parce qu'elle est en vacances. En tout cas, il explique également que le lendemain matin, au moment du départ en vacances avec Stéphane, il va nettoyer de fond en comble sa voiture et notamment passer l'aspirateur dans le coffre de son véhicule. Des explications, et on le note tout de suite, qui sont totalement invérifiables. Il a un alibi, mais qui peut pas être prouvé, quoi, je veux dire, voilà. Et qu'ensuite, il n'arrive pas à dormir et qu'il va se promener dans un parc parce qu'il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien. Déjà, je choque, je me dis, waouh, je comprends pas, en fait. Les policiers ont un autre élément contre Christophe Blain. La maman de Stéphane Dietrich, lors de son audition, s'est souvenue qu'elle avait trouvé la carte bancaire de son fils sur le tableau de bord de la voiture de Christophe Blain. Sylvain Dietrich, frère de Stéphane. Ma maman dit à Christophe Blain, mais t'es pas prudent, tu laisses ta carte bancaire sur le tableau de bord. Et il lui répond direct, c'est pas ma carte bancaire, c'est celle de Stéphane. Stéphane était très minutieux, très soigneux. Il faisait quelque chose, il rangeait tout de suite ses affaires, tout. Jamais il aurait laissé traîner ça. À l'issue de cette garde à vue, M. Blain est relâché, puisque les enquêteurs n'ont pas d'éléments. Claire Doubliez, avocate de la famille Dietrich. Qui permettent de lui reprocher quoi que ce soit. Et l'enquête va continuer.
J'en ai discuté avec les enquêteurs de l'époque, et à l'époque, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'aveux, et ils n'avaient pas les aveux de Christophe Blain. Donc ils ne pouvaient pas aller au-delà. Monsieur Blain va finir par partir de la région et par s'installer dans le sud. Et après, plus jamais nous le reverrons, plus jamais. Ça nous renforce dans l'idée avec mes parents que lui sait quelque chose d'important sur cette nuit-là et qu'il n'a pas parlé à la police. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Nabila Saknoun. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.